une nouvelle édition du journal sur la RTDS. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour vous informer. Nous débutons cette édition avec cette information en page nationale. C'est fini pour le dialogue politique au Togo. Hier, c'était la fin des travaux avec l'élaboration du rapport final et en l'absence des partis de l'opposition qui ont plutôt choisi de quitter la table des discussions. Les résultats du dialogue politique inter-togolais étaient très attendus de tous. Comme le prédisait d'aucuns, ces assises ont accouché d'une souris, puisque les différentes parties prenantes à ces discussions n'ont pas pu s'entendre sur deux points sensibles, aussi chers à l'opposition tout comme aux partis au pouvoir. À un certain moment de ce dialogue, lorsqu'il s'est agi de faire le point sur les positions des uns des autres concernant le mandat présidentiel et le mode de scrutin, et qu'on n'arrivait toujours pas à trouver un consensus, certains partis politiques ont estimé que si on ne parvenait pas à cela, le dialogue n'aurait plus de sens. Et donc ils n'ont pas voulu signer le rapport, un peu comme une protestation par rapport au fait qu'on ne soit pas parvenu à un accord sur des points aussi importants. Le rapport final a été élaboré en l'absence des partis de l'opposition. L'Alliance nationale pour le changement, l'ADI et la coalition Arc-en-Ciel ont tout simplement dû claquer la porte puisqu'ils n'avaient pas pu s'entendre sur le maximum de points. Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson présentera quoi qu'il en soit le rapport final au Premier ministre. Pour l'évêque d'Atapamé, la mission qui lui est confiée s'achève, mais il ne pouvait pas ne pas donner son appréciation et des recommandations. Les résultats escomptés ne sont pas obtenus certes, mais il reste serein. Chacun peut apprécier à sa manière, mais c'est un dialogue, c'est une étape qui n'a pas permis d'arriver à toutes les conclusions auxquelles les uns les autres s'attendaient, mais ce serait excessif de ma part de parler d'un échec de ce dialogue. J'ai fait part aussi des considérations aussi bien aux partis politiques qu'à tous les acteurs concernés. Et vous savez depuis combien d'années les Palestiniens et les Israéliens se retrouvent pour des dialogues? Mais ils continuent. Les dialogues ne cessent pas parce que on n'a pas pu obtenir en une fois tous les résultats qu'on escompte. Je ne dis pas que la situation du Togo va ressembler à celle de la Terre Sainte, mais c'est une étape. Bon, je suis venu serein. Je ne vous cacherai pas que quelque part je suis quand même déçu parce que je pensais qu'on allait aboutir à quelque chose de plus consensuel. Démarré le 19 mai dernier, le dialogue politique avait suscité beaucoup d'espoir puisqu'il devrait permettre au Togo d'entamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Quel rôle jouera l'Assemblée nationale après l'échec du consensus? Difficile pour le moment de se prononcer. Sur le continent à présent, au Nigeria, le gouvernement veut mettre en place un dispositif sécuritaire dans la région de Jos. Il y a 15 jours, cette région était le théâtre d'un attentat à la bombe, faisant ainsi plus de 117 victimes. Le Nigeria a décidé de renforcer la sécurité dans la ville de Jos, située au centre du pays. C'est dans cette ville, capitale de l'État du Plateau, qu'un attentat à la bombe a récemment causé 110 victimes dans un marché populaire. De nombreux points de contrôle le long des routes menant à la ville de Jos ont ainsi été mis en place. L'objectif est autant d'assurer la sécurité de la population que de tranquilliser les habitants de la région. Nous voulons assurer aux habitants de la région et aux gens qui font des affaires avec nous que par la grâce de Dieu et avec l'aide et le soutien que nous recevons, honnêtement, l'État du Plateau sera bientôt de nouveau un endroit sûr pour y vivre et y faire des affaires. Les autorités du Nigeria ont refusé de divulguer plus d'informations sur les plans de sécurité mis en place, mais elles assurent encourager les habitants de Jos à une grande vigilance. Plus encore, la population est invitée à signaler au gouvernement toute personne apparaissant comme susceptible de constituer une menace pour la sécurité publique. Dans l'hôpital de l'université de Jos, les survivants de l'attentat connaissent leur chance d'être encore en vie. Je suis très heureuse d'être en vie parce que ça n'est pas passé loin. 90 personnes sont décédées. Le marché, quant à lui, porte encore des stigmates de l'attaque qui s'est déroulée il y a tout juste 15 jours. La plupart des boutiques sont encore fermées et les marchands sous le choc.
Pour nous, ça ressemblait à ce qu'ils ont utilisé à Hiroshima parce que nous n'avions jamais vu une bombe d'une telle ampleur. Alors que le Nigeria traverse actuellement une période trouble sur le plan de la sécurité, le plan mis en place par le gouvernement s'annonce déterminant. Il en va de la crédibilité des autorités à lutter contre la secte Boko Haram. En Égypte, le général égyptien Abdel Fattah al-Sisi est officiellement élu président, mais retenu avec un pourcentage de près de 97% des voix. La population, elle, célèbre la victoire de son nouveau président et vous allez le voir sur la place Tahrir. 97% des voix. C'est le score officiel d'Abdel Fattah al-Sisi à la présidentielle égyptienne. Un résultat publié hier par la commission électorale pour le scrutin des 26, 27 et 28 mai. Le taux de participation dépasse les 47%, un plébiscite qui n'est pas sans rappeler les scores d'un autre militaire, le président déchu Hosni Moubarak. Ex-chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sisi s'est adressé hier au peuple égyptien. L'homme qui a destitué le président islamiste Mohamed Morsi est réduit à néant. Toute opposition peut pour l'heure compter sur le soutien sans faille de la foule en liesse venue saluer sa victoire au Caire. Félicitations Sisi, nous espérons qu'il prendra ses responsabilités. Nous sommes avec lui, il mérite d'être président du pays, affirme cette Égyptienne. Les gens aiment Sisi, nous le soutiendrons. Nous espérons développer notre pays au mieux pour que tout le monde vive dans la paix et la sécurité, ajoute cet autre. Les Égyptiens célèbrent la victoire de leur nouveau président sur la place Tahrir, cette même place qui a été le théâtre de tous les changements politiques en Égypte. Les Égyptiens espèrent que le nouveau régime atteindra des objectifs que les précédents pouvoirs n'ont jamais atteints, conclut notre correspondante au Caire. Il était détenu en otage par les talibans depuis 2009. Le sergent américain Bo Bergdahl a été libéré par ses ravisseurs qui ont d'ailleurs rendu publique la vidéo de la libération. Une libération qui est conditionnée par un échange de 5 talibans enfermés au Guantanamo. Voici les images de la libération du sergent Bo Bergdahl, publiée aujourd'hui par les talibans. Pour le soldat américain de 28 ans, c'est la fin d'un cauchemar de 5 ans. Les talibans, eux, terminent leur vidéo par ce message en anglais « Ne revenez pas en Afghanistan ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour autant, car en échange, les Américains ont accepté de libérer 5 responsables talibans détenus à Guantanamo, ce qui suscite la polémique. Cette décision de ramener le sergent Bergdahl, et nous applaudissons sa libération, est sans fondement. C'est une erreur et cela met en danger la vie des hommes et des femmes au service de notre pays. Et selon moi, c'est inacceptable pour le peuple américain. À peine arrivé en Europe, hier après-midi, le président américain a tenté de clore le débat en se montrant très ferme. Quelles que soient les circonstances, et peu importe ce qu'elles pourraient devenir, nous ramenons toujours un soldat américain s'il est retenu prisonnier. Point. Point final. Ce n'est pas négociable. Dans sa ville d'origine au nord des États-Unis, le sergent Bergdahl est attendu avec impatience. Il y sera reçu comme un héros, même si une autre polémique a fait son apparition. Il aurait déserté son unité avant d'être capturé. Une enquête a été demandée. La Coupe du monde de football, c'est dans une semaine au Brésil. À 8 jours de la messe du football mondial, le pays ne cesse d'être le théâtre des protestations démarrées il y a plusieurs mois. Nouvelle manifestation au Brésil à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde de football. Des centaines de personnes, essentiellement des enseignants, ont défilé dans les rues de Rio pour dénoncer l'argent dépensé dans l'organisation du mondial. À l'instar de cet homme, les manifestants estiment qu'il aurait mieux valu investir cet argent dans les secteurs sociaux comme l'éducation ou la santé. Notre système éducatif n'est pas bon, dit-il, car on n'a pas assez de moyens. Les salaires des enseignants sont très bas. Face à ce mouvement de contestation qui dure depuis des mois, les autorités ont consenti à quelques gestes financiers, ainsi de la revalorisation des salaires de la police fédérale. Il faut dire que les agents menaçaient de faire grève durant la Coupe du Monde. Et puis la présidente s'est aussi engagée à investir davantage dans l'éducation.
Dilma Rousseff s'efforce de ménager l'opinion publique car elle sait qu'au-delà du mondial de football, il y a des élections générales en octobre. Un scrutin que la présidente a bien l'intention de remporter. Une sœur catholique sur une scène musicale, ce n'est pas tous les jours que ça se passe. L'événement se déroule en Italie. La sœur Cristina participe à un concours musical et le fait marquant, elle se qualifie pour la finale. 14 semaines, elle aura tenu l'Italie en haleine. 14 semaines de compétition jusqu'à la finale demain. Sœur Cristina qui chante comme les stars du rhythm and blues américain. Voici l'école où elle s'est formée à Rome avant d'entrer dans les ordres. Nous sommes dans la banlieue de la capitale. Marina Dongia est l'une des responsables de cette académie. Suivez-moi. C'est une académie de spectacle. On apprend le théâtre, le chant. Et là, on apprend à danser. Showgirl, la religieuse chanteuse. Elle maîtrise Sœur Cristina, pas de doute. Le jury de l'émission en est même baba. Pour être honnête, à l'époque, Cristina n'avait rien d'une bonne sœur à l'académie. Ce qu'elle-même confirme. Une jeunette plutôt turbulente. Moi, je ne croyais pas en Dieu. Je piquais des colères contre l'Église. J'étais rebelle et quand je suis entrée dans les ordres, ce sont mes supérieurs qui m'ont poussée à concourir. À bien y regarder, on se demande effectivement si l'Ursuline a plus de joie à prier qu'à chanter. Les voix du Seigneur sont impénétrables, dit-on. Celles du public italien, on les connaîtra demain soir, à l'issue du vote, lors de la grande finale. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.